Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec tout ce qui se passe en politique provinciale, il nous semble, en tout cas, il nous semble que Québec solidaire est plutôt calme et discret. Les autres partis, souvent, et même très souvent, montent aux barricades. Puis Québec solidaire, bien, il me semble que reste un petit peu à l'écart. De toute façon, on va en parler avec mon invité et porte-parole de Québec solidaire en Abitibi-Témiscamingue, M. Guy Leclerc. Monsieur Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Leclerc, je sais qu'on a parlé un peu avant d'entrer en ondes, mais dans mon intro, je disais que Québec solidaire, avec tout ce qui se passe en politique aujourd'hui, on ne résumera pas tout ça parce qu'on ne va pas en émission complète pour le faire. Il me semble que Québec solidaire semble discret. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. OK. Si vous prenez le temps de suivre l'Assemblée nationale, ce que les gens ne font pas, c'est quand même ardu à suivre. Là. Oui, vous très ardu. pouvez voir oui. les interventions. D'ailleurs, dernièrement, il y a une mention qui a été présentée par Amir Kadir pour demander un peu plus d'informations sur le fait que la mine à la Corne n'a pas payé pour la restauration de son site alors que la loi l'exigeait. Oui, c'est vrai. Ça fait 8 ans que je parcours les colloques et qu'on me dit que quand on dénonce le fait que les minières ne sont pas responsables sur le plan environnemental, qu'on vit dans le passé, aujourd'hui, c'est plus comme ça n'arrivera plus les parcs à résidus. C'est ce qu'on nous dit en 2014, là. Oui. Il y a 5 ans à Val-d'Or. Oui. Mais le problème, c'est qu'on fait des lois, on achète la paix publique, mais il n'y a pas de dents, il n'y a pas de discours. Donc, on a une action directe. C'est Amir Kadir qui a présenté cette motion-là. Elle était passée à l'unanimité. C'est assez rare qu'une motion de Québec solidaire passe à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Qu'une motion passe. C'est ça. Parce qu'on semble à contre-courant, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Québec solidaire est dans le courant, mais on parle du courant de l'avenir. Okay? La politique, les gouvernements du prochain millénaire devront avoir les orientations que Québec solidaire a prises vis-à-vis à l'environnement et vis-à-vis de l'économie. Okay. Actuellement, les gouvernements qui sont en place roulent avec la vieille méthode, la mondialisation et de la suprématie des banques et des financiers. C'est ces gens-là qui contrôlent un peu l'économie mondiale. Et quand l'économie tombe, c'est les taxes qui remboursent les banques. On est à contre-courant. Donc, les médias, comme par hasard, sont en général la propriété, les grands médias, on s'entend, de grandes compagnies qui sont très près des systèmes financiers. Québec solidaire n'est pas là. Donc, quand on dit Québec solidaire, on n'entend pas parler. C'est pas parce que Québec solidaire est inexistant, c'est parce qu'on ne veut pas parler de Québec solidaire. Monsieur... Je vous félicite d'ailleurs, M. Lacasse, de nous inviter régulièrement, parce que ce n'est pas le cas ici. Ça me fait toujours plaisir, M. Leclerc, parce que Québec solidaire prend de plus en plus de place, et c'est correct aussi. C'est correct parce que... C'est nécessaire. C'est nécessaire, oui, également, parce que on est un peu, je pense, on est lassé un peu moi, ce que j'appelle des vieux partis. Puis les gens ont tendance, lentement, à se diriger vers des partis existants, mais qu'on ne parle pas beaucoup à ce moment-là. Et Québec solidaire, bien, en est un. Puis, M. Leclerc, ça me fait toujours très plaisir de vous recevoir parce que vos interventions sont toujours très justes, puis c'est toujours avec une très belle habilité et une politesse en plus sûr. Et ça, c'est remarquable et je vous en félicite, M. Leclerc. Vous avez juste ouvert une petite parenthèse, puis on va juste en parler très brièvement. Mais est-ce que vous trouvez... On va parler ici là, du Québec, on ne parlera pas du Canada complet, on va parler du Québec. Est-ce que vous trouvez que les minières prennent beaucoup trop de place, en ce sens que ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire une loi sur les mines, mais elle n'a pas de dents, elle n'a pas de mordant parce qu'il faut faire attention aux minières, parce que les minières donnent beaucoup d'ouvrages. Les minières apportent beaucoup d'argent dans une province. Est-ce que vous trouvez que les minières prennent beaucoup de place? Les minières prennent beaucoup de place, oui et non. Je pense que Québec solidaire n'est pas contre l'activité minière, on s'entend. C'est une activité économique qui fait partie de la richesse du Québec. Qui a sa place beaucoup aussi. Québec solidaire en a contre les politiques, justement. Vous mentionnez que les politiques n'ont pas de dents, mais c'est surtout ça. Au niveau des minières, quand on dit que les minières nous enrichissent, c'est faux. Les minières ne nous enrichissent pas. Ils enrichissent ponctuellement les salariés et quelques entreprises qui gravitent autour, mais surtout les actionnaires.
Donc, c'est ce volet-là que Québec solidaire dénonce. L'activité minière doit se faire dans le respect de l'environnement. Si ça ne respecte pas l'environnement et la volonté populaire ou la volonté des citoyens qui côtoient ces activités-là, ça ne doit pas se faire. Okay. Si les minières sont sérieuses, elles doivent convaincre honnêtement les citoyens que c'est une bonne chose qu'elle existe et qu'elle ait des activités-là. Et elles doivent laisser les redevances qui permettent à ces communautés-là de pouvoir consolider leurs infrastructures. Parce que le minier est non renouvelable. Donc, l'argent qui sort d'ici, si on n'a pas capitalisé dans la région et si on n'a pas monté une espèce de banque qui nous permet de se consolider dans plein d'autres choses après que le minier va être passé, bon, on va s'être appauvri. Actuellement, c'est ce qui se passe. Les minières nous appauvrissent. Puis, ce n'est pas comme la foresterie qui, elle peut se régénérer. Si on se trompe en foresterie, mes petits-enfants vont pouvoir vivre dans un environnement qui va permettre la correction de ça. Si on se trompe dans le minier, il n'y a pas de retour. On n'a pas de lendemain, autrement dit. Monsieur Leclerc, on va parler aussi quand même assez brièvement parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'a pas fini d'en faire couler non plus. On va parler de M. Carl Péladeau, au moment où l'on enregistre l'émission. On est le 28 octobre. Donc, M. Péladeau, officiellement, n'a pas déposé sa candidature à la chefferie du Parti québécois. Mais on sait que c'est une question de temps, tout simplement. On en a parlé, puis on va en parler encore. Moi, j'aimerais avoir la position de Québec solidaire et votre position à vous également concernant la mise en fiducie des actions de Pierre-Carl Péladeau avec Québécois, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une chose qui doit se faire obligatoirement ou simplement que si ce n'est pas fait, M. Péladeau n'a pas sa place dans une campagne à la chefferie? Bien, d'entrée de jeu, je vous avoue que je ne tiens pas à parler particulièrement longtemps. Non, c'est une opinion de parti que je veux avoir. Bien, je ne pourrais pas vous donner l'opinion du parti, je vais vous donner mon opinion à moi. C'est sûr que cette course à la chefferie-là m'interpelle très peu actuellement. On travaille à construire notre propre programme. D'ailleurs, on a un conseil à l'automne qui nous va dire ce qu'on va faire les 3 prochaines années. Dans ce cas-ci, je vais parler plutôt de la situation que des individus et des partis en place. Dans ce cas-là particulier, on a quelqu'un qui est à la tête d'un des gros réseaux de médias. C'est pas comme quelqu'un qui serait l'éditeur d'un journal paroissial ou d'un journal d'une petite communauté là, dans un secteur. C'est comme gros, puis vous disiez qu'on on n'entendait pas parler de Québec solidaire. C'est tout simplement parce que l'information qui est véhiculée par les médias de masse est quand même orientée par un discours néolibéral qui porte le système actuel, l'économie actuelle, la mondialisation et le contrôle, la suprématie des institutions financières. On a un média, là, qui est important et on a une personne qui est à la tête de ce média-là qui veut se présenter comme premier ministre d'une province. Ce bout-là, ça ne marche pas. C'est pas qu'on ait des gens en entreprise chevronnés, des grandes entreprises au niveau d'un gouvernement, à la tête de ces gouvernements-là, oui, mais quand on a quelqu'un qui peut contrôler l'opinion publique à travers des médias, c'est là que ça ne marche pas. C'est le seul volet que je pourrais dire que j'adhère à la dénonciation de ce conflit d'intérêts-là. C'est même pas une apparence. Là. Ça ne peut pas faire autrement que... Puis là, je dis pas que dans les journaux ou les chaînes télé de cette entreprise-là, que tous les journalistes sont biaisés. C'est pas vrai. Là. Il y a quand même d'excellents journalistes là-dedans. Mais la grande ligne directrice de ces médias-là est quand même orientée à droite. Monsieur Leclerc, j'aimerais ça que l'on parle, parce que j'ai pris ça sur... Pas sur Facebook, vous m'avez dit que vous ne regardiez pas ça. Non, c'est pas sur Facebook, mais c'est dans une revue que je lisais il n'y a pas tellement longtemps, qu'on disait que le gouvernement Couillard s'apprêterait à lancer peut-être 9 ballons. Ils ont appelé ça des ballons. C'est déjà fait. C'est déjà fait, voilà. Des ballons, mettons.
Moi, j'ai mis le terme ballon, OK? Concernant l'austérité du gouvernement provincial. Excusez, je vais vous en nommer quelques-uns, puis j'aimerais ça que vous commentiez ces ballons ou ballons, appelez ça comme vous voulez, je vous laisse le terme. Dans le réseau, la réforme du réseau de la santé, économie d'environ 220 millions par année avec l'abolition de 18 agences de santé et de quelques 1300 postes cadres. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vraiment c'est un point de départ pour l'austérité? C'est d'une grande stupidité. On va à l'encontre de toutes les études et les recherches économiques, scientifiques et techniques. Le FMI, qui est un organisme de droite quand même, le Fonds monétaire international, qui dit que ce qu'ils ont fait dans le passé avec l'austérité, c'est pas un succès. Ça n'a vraiment pas eu l'effet escompté, c'est le contraire. Ça va réduire l'activité économique, ça va réduire la consommation parce que les gens se ramassent dans des situations où ils ont moins de capacité pour vivre, ils ont moins de revenus pour consommer les biens de consommation. Donc, l'économie tombe avec les mesures d'austérité. Puis en plus, quand on regarde un petit peu les ballons que vous parlez, c'est les régions qui payent. Puis ça, M. Matt l'a dit, le président de la des chambres de commerce de la région s'en sont même aperçus eux-mêmes. C'est les régions qui payent. On enlève des régions, des niveaux de décision, on enlève des gens qui ont la capacité de voir et de visualiser l'avenir, des gens qui ont la capacité de critiquer les mauvaises orientations qu'un gouvernement peut prendre. Ces gens-là, on les extrait des régions et on les amène à Québec. C'est ça que les ballons dont vous parlez nous proposent au niveau du CLD, des agences. Oui, l'agence de santé, là, c'est 0,3 du budget de la santé. On s'attaque à 0,3 des budgets de la santé. Puis on dit qu'on est suradministré. Ça fait 10 ans qu'on atrophie les budgets de ces organismes-là. Finalement, l'expression qu'on connaît, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a rage. Mais dans ce cas-là, eux autres inoculent la rage. Donc, ça fait longtemps. Fait que ces gens-là deviennent, oui, moins performants. Au niveau de l'environnement, on coupe dans l'environnement tout le temps. Puis aujourd'hui, les minières, quand on déclare que les minières respectent la réglementation et les lois, c'est eux qui le déclarent. C'est de l'auto-vérification et de l'autoproclamation qui sont conformes parce qu'ils n'ont pas le personnel au niveau du ministère de l'Environnement pour aller vérifier ce que les minières font. Fait que, c'est ça qu'on nous sert actuellement. T'sais. Un autre ballon, augmentation de la TVQ. On dit que le fédéral pourrait alléger le fardeau fiscal des Canadiens, ce qui pourrait permettre au provincial d'augmenter la TVQ, en ce sens que le fédéral pourrait baisser la taxe un peu et le provincial irait chercher, lui, cette taxe-là pour la mettre chez nous. Bien, en partant, techniquement, si on le regarde vite, ça a plein de bon sens. D'ailleurs, avec M. Charest, quand le fédéral l'a fait il y a plusieurs années, ça a pris un an et demi avant de M. Charest réagir. On dit que l'argent est à Ottawa. Aussitôt qu'Ottawa se prive de revenus, ben on ne la prend pas. Là-dessus, il y a une coquille. Fait que, mathématiquement, ça devrait être ça. Maintenant, la taxe, ce n'est pas le meilleur moyen pour aller chercher les revenus de l'État, c'est l'impôt. Parce que la taxe, les gens les plus démunis payent le même montant de taxes que les gens les plus fortunés. Oui. C'est pas progressif au niveau comme taxation. Donc, si on travaille l'impôt, ce qui est à revoir, c'est la fiscalité au complet. Ça, elle est là, l'argent. On essaie de chercher de l'argent en coupant des services. Et vous regardez dans les médias, ça vient de sortir. Le vrai objectif de ces gouvernements-là, qui sont là depuis une trentaine d'années, c'est de glisser vers le privé, avec le lobbyisme. On parle beaucoup du lobbyisme minier. Le pharmaceutique, c'est beaucoup plus riche que le minier. Il y a beaucoup plus d'argent. La plus grosse facture du Québec, c'est la santé. Donc, les gens dans le privé reluquent cette vache à lait-là. Donc, il y a beaucoup de lobbyisme qui se fait et nos gouvernements se plient à ça. Et on a d'ailleurs des ministres qui sont assez versés dans la santé. Le premier ministre, le triumvirat qu'on a à tête du gouvernement, savez-vous qu'un de ces médecins-là est celui qui a coûté le plus cher aux Québécois au niveau de la santé? Les médecins spécialistes qui ont un salaire moyen d'autour de 300 000 $ par année,
ont tellement de misère à vivre au Québec avec ce salaire-là qu'ils ont cru bon de se justifier une augmentation de 40 via M. Barrette. Et c'est ce même monsieur qui vient ici dire que les Québécois moyens ont trop de services pour les taxes qu'ils paient. Alors que l'augmentation qu'ils ont eue représente un montant plus haut que le salaire moyen d'un Québécois. Juste leur augmentation. Ah oui, c'est sûr. C'est un petit peu une hérésie actuellement. Là. On vient nous foutre l'austérité d'un dent, puis ça vient de ces gens-là. Vous dites qu'il faut refaire la fiscalité, ça, je suis vraiment beaucoup d'accord avec vous, parce que quand on sait qu'au Québec, combien de pourcentage ne paient pas d'impôts chez les contribuables, c'est affreux. Et on pense que c'est des petits contribuables? Non, mais c'est ça. Souvent, c'est ça qu'on dit. On dit, regardez la quantité de Québécois qui ne payent pas d'impôts. Oui, exactement, mais regardez la quantité de gros salariés, d'entreprises qui ne paient à peu près pas d'impôts. Je peux vous dire d'emblée que, comme chef d'entreprise, comme gestionnaire immobilier, propriétaire immobilier, je peux payer beaucoup plus d'impôts que j'en paie actuellement. Parce que ce n'est pas l'impôt que je paie qui va mettre en péril la santé financière de mon entreprise, parce que l'impôt est sur mes profits. Donc, vous en êtes un, qui n'avez pas peur de dire « Je pourrais payer plus d'impôts, puis je suis un homme d'affaires, parce que vous êtes un homme d'affaires, puis vous êtes là à nous dire « Oui, je pourrais payer plus d'impôts que j'en paie actuellement, puis ça ne mettra pas en péril mon entreprise. » Savez-vous que le niveau d'impôt de mon entreprise est moins élevé que l'impôt que la moins bien payée de mes secrétaires paie? Et où l'argent? Ça fait réfléchir, monsieur. Et où l'argent? Ça fait réfléchir. Et on s'acharne à couper des services en disant qu'on n'a pas de revenus. Ça fait 30 ans qu'on se prive de revenus. Il y a 30 ans, les revenus de l'État qui venaient des entreprises correspondaient à 50 et à 50 ça provenait des contribuables. Aujourd'hui, c'est autour de 85-15, ou mettons, soyons conservateurs, 20-80, 75-25, peu importe. L'écart, c'est tellement accru, on ne regarde pas les revenus, on se prive de revenus, en prétendant que c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Alors que ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que les entreprises ont capitalisé, se sont enrichis. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de s'accroître encore aujourd'hui. Et les mesures qui sont mises en place, les mesures d'austérité qu'on nous sert, vont encore accroître l'écart entre les riches et les pauvres. C'est pas ça le rôle d'un gouvernement. C'est le contraire du rôle d'un gouvernement. C'est excessivement mal. C'est ce que vous venez de dire. L'écart se creuse continuellement. C'est vrai que les contribuables, les contribuables de la classe moyenne et inférieure du Québec paient trop d'impôts et de taxes par rapport aux services qu'ils ont. Tout simplement parce que les entreprises, les banques et les multinationales ne le font pas. Et en plus, parlons des abris fiscaux ou de l'évasion fiscale. On pourrait en parler longtemps. Monsieur Leclerc, 1 milliard de coupes en éducation, baisse du financement des écoles privées, l'abolition des commissions scolaires. Ça n'a pas fini de faire jaser. Bien, ce qui est un petit peu triste, c'est que tout ça, on parlait de révision des programmes, je pense qu'il faut regarder les programmes, parce que quand on laisse aller, il se fait du calcaire un peu partout, mettons, pour prendre un terme qu'on connaît. Mais avant de dire « je coupe dans les programmes, j'élimine les programmes, je coupe 10 j'abolis les agences, j'abolis les commissions scolaires », on peut-tu prendre le temps de regarder ce qu'ils font? Parce qu'actuellement, c'est politique, les gestes. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans une commission scolaire. C'est bon dans l'opinion publique de dire qu'un fonctionnaire, c'est pas fin. Un fonctionnaire, tout le monde le sait, c'est pas fin, ça travaille pas. Il n'y en a pas de fonctionnaires qui travaillent. T'sais. Éliminons-les tous et toutes. C'est ça qu'on nous sert. C'est ça qu'on nous sert et les gens adhèrent à ça et votent pour ça. Finalement, on sabote un réseau qui est en place plutôt que l'évaluer. Ce que l'on nous sert, c'est qu'on dit, bon, si on coupe dans les commissions scolaires, si on abolit les commissions scolaires, ça va rapporter
X montant, X centaines de millions par année au gouvernement. C'est ce qu'on nous dit. Alors, ça veut dire que le simple commun des mortels, qui n'est pas tellement au courant de la profondeur des commissions scolaires, va dire, ben, ça sert à rien, puis on va aller chercher des centaines de millions avec ça qu'on va investir. De millions de personnes qui foutent rien. C'est ça que ça dit aux contribuables. C'est tellement malhonnête, tu sais. Puis de l'autre côté, on s'en va en Gaspésie. Et on investit 2,2 millions par job dans une cimenterie. Oui. 2,2 millions par job. Dans le privé. Fait que là, tu sais, je veux dire, actuellement, on a un gouvernement qui prônait la création d'emplois. Avez-vous vu un emploi créé? Tout ce qu'on entend parler depuis 7-8 mois, c'est de la perte d'emploi et de la disparition d'emplois dans la fonction publique et de décideurs de région. C'est de ça qu'on entend parler. À ce reviser les commissions scolaires, c'est une bonne chose. Il faut s'entendre là que je dis pas que tout est beau, que non, tout va bien. Il y a quand même mais il faut des revisions à faire en santé. Il y a une révision à faire, une évaluation à faire avant de faire des actions. Actuellement, on fait des actions, on sabote, puis après, ben, on se dit, bon, on a revisé. Là, on va être pendant 4 ans à essayer de restructurer la santé dans la région plutôt que de donner des soins. C'est ça qui va arriver. Je pense qu'on devrait plutôt laisser cet argent-là, puis évaluer ça, puis la transférer graduellement en soins s'il y a lieu. Mais je pense que les meilleurs soins qu'on peut donner, c'est de la prévention. Mais ça, les médecins qui sont à la tête de notre gouvernement, regardez ce qu'ils nous présentent. Quand un premier ministre dit que la santé, c'est des lits, puis l'éducation, c'est des classes. Hey! La santé, c'est la prévention. Si on veut vraiment sauver de l'argent, sauver des suicidaires, sauver des gens qui sont démunis puis qui vont faire la prévention, c'est partout. Parce que si on commence avec de la prévention, bien, plus loin ça va aller, puis peut-être que moins on aura de lits à être occupés, moins on aura peut-être en éducation autre chose. Je vais juste donner un exemple. J'ai une nièce qui a travaillé en Afrique, elle a étudié en médecine, elle a travaillé un stage en Afrique. Puis dans le village où elle était, les gens étaient souvent malades, étaient transportés dans les villes, étaient guéris des gastro, puis des maladies intestinales, et étaient ramenés dans leur village. Le problème, c'est l'eau potable. On continue d'envoyer les gens parce que la santé, ça se comptabilise en actions, en lits, puis en taux d'intervention, alors que ça devrait, la santé, c'est s'évaluer sur le niveau de santé des gens, ça s'évalue sur le niveau de maladie des gens. Donc, on comptabilise la santé en termes de maladie. C'est rendu une maladie, la santé. Excusez. Modulation des frais de garde dans les garderies privées et des CPE en fonction du revenu des parents. Ça, par exemple... On va faire un autre ministère pour évaluer les revenus des parents. Non, mais sans faire un autre ministère... Mais qui va évaluer ça? Mais est-ce que c'est normal qu'une personne, un couple qui gagne 150 000 pièces par année, paie le même tarif pour envoyer ses enfants à la garderie que le couple qui en gagne 30 40 000 par année? Est-ce que c'est normal? Oui, si on a une bonne fiscalité. Pour la simple et bonne raison que si on établit une fiscalité progressive avec 9-10 niveaux d'imposition, plus les gens ont des revenus élevés, plus ils payent d'impôts. L'impôt sert à donner ces services-là. Donc, si on établit un tarif fixe ou une gratuité, nous, on vise la gratuité en général au niveau des services de garde et au niveau de l'éducation jusqu'à l'université, pour que tous les Québécois aient la même chance. Quand tu mets un système de gratuité, tous les Québécois ont la même chance. Les enfants qui naissent en milieu pauvre ne sont pas moins intelligents que les enfants qui naissent en milieu riche. Donc, on veut ici que notre main-d'œuvre soit optimisée. Donc, on aille au maximum de nos capacités puis offrir à nos citoyens une liberté de choix de profession. Il faut que ce soit gratuit. À partir de là, les gens qui font plus d'argent vont payer plus d'impôts. Donc, il y a plus de revenus au niveau du gouvernement qui va contribuer à payer pour ceux qui en payent moins d'impôts. C'est vraiment par la fiscalité que ça se traduit. Oui, sinon, parce que vous l'avez dit tantôt, c'est vrai, il y a une réforme à faire. Sinon, au niveau de la garderie, qui va évaluer? Bon, ce petit-là, son père, il vient ils se sont séparés, il s'est marié avec un autre. Ben là, son revenu a changé, il faut refaire une évaluation du dossier. Hey, avez-vous une idée de la quantité de gens qui vont être de jobs qui vont être créés pour évaluer rien que ça? On les a déjà, les jobs à l'impôt. Monsieur Leclerc, le temps passe tellement vite, mais il y a pour un dernier ballon, si vous me permettez, mais qui est très important à mon point de vue.
compression dans l'aide sociale et l'aide à l'emploi. L'aide sociale, compression, peut-être pas compression, mais une réforme dans l'aide sociale, qui, selon moi, qui s'imposerait dans le sens que, il me semble, que l'aide sociale, là, c'est un plaisir que d'embarquer sur ça. C'est un plaisir parce qu'on en voit des gens que, malheureusement, ils ont besoin d'aide sociale, puis ils ont tellement de misère à en avoir. Non, justement, on ne les voit pas, ceux-là. C'est ceux-là qu'on ne voit pas. Ceux-là qu'on voit, c'est les bougons. Moi, je pourrais vous Ceux en dont montrer. on parle, c'est les bougons. Les gens qui sont sur l'aide sociale sont tellement en difficulté qu'on les voit peu, à part les itinérants, mettons. Là. Oui. Mais on les voit très peu parce qu'ils ne peuvent même pas bouger. Ils vont au dépanneur parce qu'ils ne peuvent pas se rendre à l'épicerie. Les épiceries Ils sont vont faire leur loin. marché chez Dollarama, Ouais. malgré que j'ai rien contre cette chaîne-là. Là. Puis Absolument ils rien, ont mais quasiment on en voit là. pas le choix. Ils vont acheter des objets de piètre qualité qui, finalement, dans une vie, coûtent plus cher, mais ils n'ont pas les moyens de s'acheter. On ne les voit pas, les vrais bénéficiaires d'aide sociale. Mais les vrais bénéficiaires d'aide sociale, là, c'est les cimenteries, c'est les bombardiers de ce monde. C'est les entreprises qui reçoivent des milliers de dollars par emploi qu'ils créent. Et quand ça ne va pas et qu'il est préférable de s'installer ailleurs, ils s'en foutent des emplois à ce moment-là, ils s'en vont. Donc, c'est ça les bénéficiaires d'aide sociale. Québec solidaire va toujours dénoncer qu'un gouvernement s'attaque aux démunis. Québec solidaire propose un revenu minimum garanti, justement pour ça. Avec un revenu minimum garanti, les gens, on s'entend, le revenu minimum garanti, c'est le minimum pour survivre, Oui, exactement. pour être capable de trouver un emploi. Actuellement, l'aide sociale et même le revenu minimum ne permet pas à quelqu'un de s'en sortir. Il n'y a pas le temps, quand il a assumé les enfants, la famille, la garderie et tout, de trouver un moment pour améliorer son emploi, pour se trouver un autre emploi, pour se former. Quand on donne un revenu minimum garanti qui permet de vivre, il n'y a personne qui veut rester à ce niveau-là. Ceux qui veulent rester à ce niveau-là, c'est les bougons dont vous parlez. C'est un très petit pourcentage. Par contre, comme on en connaît tous un cousin d'un chum qui vend de la dope puis qui est sur le BS, celui-là, tu sais, on l'a la caricature, on l'a dans la tête, là. On pense que les gens qui bénéficient de l'aide sociale, c'est des gens comme ça, mais c'est pas ça. Monsieur, mon Dieu, il reste à peine 2 minutes. J'aurais voulu parler. Il y en a ici. beaucoup, hein? Ben, il y en a, oui. Surtout qu'on est sur le recul-là, on va en avoir de plus en plus à améliorer avec le temps. Ici, j'ai une note, un fil de presse des mauvaises décisions, selon ce fil de presse-là. Ce n'est pas selon moi, le mais fil selon serait plus court si vous parliez des bonnes décisions. Je serais méchant de dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on ne le dira pas. Non, il y en a, excusez. Les mauvaises décisions du Parti libéral qui réduisent la proximité des services. Abolition envisagée des conférences régionales des élus. Diminution de 10 du financement des centres locaux de développement, CLD. Ça touche directement. Abolition du modèle des carrefours jeunesse-emploi. Diminution de 20 des crédits d'impôt dans les régions ressources. Baisse de services de transport en commun urbain. Ça se passe de commentaires. Je me demande, est-ce que les ministres qu'on a élus étaient conscients que leur gouvernement s'en allait là? Est-ce que M. Blanchette et M. Bourgeois peuvent nous dire en pleine face que leur mission, c'est de faire disparaître les régions? Je ne pense pas que mes concitoyens et nos concitoyens et concitoyennes aient élu ces gens-là pour fermer les régions. Parce que c'est ça qui se produit là, actuellement. Tous les pouvoirs sont transférés à Québec, et même pas au ministère, au ministre, si on parle de la santé. Le nombre de fois que le ministre apparaît, puis il dit que quand il ne sera plus là, la loi va changer. Ça fait qu'on a une loi pour un ministre. En fait, c'est un individu. Parce que cette loi-là, honnêtement, elle est faite pour le ministre. Je m'excuse, mais elle est faite pour lui. C'est une auto-loi, là, tu sais. C'est vraiment. Très vite, 1 minute. Commission de révision permanente des programmes, c'est une bonne chose. Ben, oui. On dit que c'est fini. Mais en fait, il faut que ça se fasse avant. OK. Ça doit se faire avant de faire des actions. Monsieur Leclerc, merci beaucoup. C'était très intéressant. Puis vous aurez toujours une place à cette émission-là. C'est vraiment. C'est moi qui vous remercie. Je m'excuse de m'enflammer. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.